Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va cette fois aborder le thème très vaste et très varié des phénomènes de hantise, des énergies négatives, des travaux occultes, de la pollution aurique. Euh, Je sais, ça fait beaucoup de choses, mais j'avais très envie d'aborder ce thème parce que il n'y a pas une seule semaine qui passe sans que j'ai, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, voire plus parfois, ça dépend, de demandes concernant ces sujets-là. Comme toujours, dans le domaine ésotérique et paranormal, on entend tellement de choses que parfois on ne comprend pas. Même moi, hein, je vous assure que des fois j'entends tellement de trucs que je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils sont partis si loin? Pourquoi ils se sont perdus en chemin? Je ne sais pas, mais il y a toujours des façons très simples de voir les choses et j'espère en tout cas que je vais pouvoir vous expliquer les choses très simplement et certainement même répondre à certaines de vos questions. Le conseil numéro un, et j'ai envie de commencer en vous donnant ce premier conseil. Si jamais, au détour de vos navigations internet, vous arrivez sur cette vidéo parce que vous pensez être pollué par l'esprit maléfique d'un démon du quatrième cercle, avant d'arriver à cette conclusion, je vous dirais tout simplement d'analyser sereinement la situation. Parce que très souvent, tous ces gens qui me consultent, qui me demandent s'ils ne sont pas victimes de mauvais sorts, de travaux occultes, etc., eh ben, très souvent, je leur pose la question, est-ce que par hasard, tu as pensé, de prime abord, dans un premier temps, te poser la question de savoir pourquoi, comment, dans quel but? Parce que 9 fois sur 10, ce ne sont pas des travaux occultes. 9 fois sur 10, ce ne sont pas des entités. 9 fois sur 10, il n'y a aucun problème à signaler sur le domaine ésotérique et paranormal, si on va par là. D'accord? C'est-à-dire que très souvent, une porte qui claque égale oulala, il y a un démon dans ma maison. Je suis fatiguée en ce moment. C'est normal, je suis polluée par l'entité de mon arrière-grand-père. J'ai perdu mon travail. C'est logique, c'est ma voisine qui m'a jeté un sort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que très souvent, et les trois quarts du temps, hein, les gens, ils vont aller prendre des raccourcis en se disant, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Oui, mais ce n'est pas moi, c'est de la faute d'eux. Non, arrêtez de fuir vos responsabilités, arrêtez de vous victimiser en permanence et commencez déjà par explorer toutes les pistes logiques et rationnelles qui peuvent expliquer que. D'accord? Si vous avez un problème de santé, si vous êtes fatigué, vous avez des insomnies, vous avez des problèmes comme ça, de prime abord, c'est quand même plus logique, à mon sens, hein, bien sûr, après je peux me planter, mais c'est quand même beaucoup plus logique d'aller voir son médecin que d'aller voir un magnétiseur. Enfin, je sais pas. On peut se traiter avec des médecines douces, il n'y a pas de problème, je suis pour, au contraire, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, quand on me contacte en me disant ma fille est tordue de douleur, ma petite fille de 6 ans est tordue de douleur depuis 48 heures, elle a mal au ventre, elle va pas bien, elle pleure, etc. Enfin, moi, en tant que maman, ma première réaction, c'est d'aller voir un médecin, un pédiatre. C'est pas d'appeler la médium dans les Côtes d'Armor en lui disant je pense que ma fille est victime d'entité. Vous voyez le truc ou pas? Enfin, je sais pas, moi ça me sidère cette histoire-là. Quelqu'un qui vient me voir en me disant bah, j'ai perdu mon job, c'est parce que en fait ma belle-mère elle me déteste et je pense qu'elle a fait appel à un marabout pour me jeter un sort. Ouais. Est-ce que tu t'es demandé avant d'arriver à cette conclusion si finalement tu n'as pas perdu ton travail parce que tu étais mauvais? Je ne sais pas. C'est l'analyse rapide d'une situation, c'est-à-dire que il y a toujours une cause à effet dans la vie. Alors je dis pas que ça n'existe pas, pas du tout. Mais quand il vous arrive des choses dans la vie, commencez par explorer tout ce qui peut être logique et rationnel. Ça s'appelle démystifier. On démystifie, on essaie de comprendre ce qu'il se passe. À chaque fois que je reçois des demandes comme ça, je pose un certain nombre de questions pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de chacun. Très souvent, on trouve des explications, pas plus tard que hier. Hier, j'ai eu une demande d'une personne qui pensait que sa fille était quasiment presque possédée, hein. Là, on était à deux doigts d'appeler un prêtre parce qu'elle pensait que sa fille était possédée.
Quand on observe sereinement la situation, qu'on prend un peu de hauteur et qu'on essaie de comprendre, on comprend que cette petite fille, elle a toutes les raisons du monde de ne pas être bien en ce moment. Mais ce n'est pas paranormal. Donc, ne tirez pas sur l'ambulance, comme je dis toujours. Prenez le temps d'analyser sereinement une situation avant de déduire que c'est paranormal. Non, 9 fois sur 10, ce n'est absolument pas paranormal. Et surtout, et ça c'est hyper important, prenez vos responsabilités. Ne dites pas tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est normal, c'est de la faute d'eux. Non. Les trois quarts des choses qui vous arrivent dans la vie, c'est parce que c'est vous qui les avez attirées. Et c'est vous qui avez fait en sorte qu'elles arrivent vers vous. Ce sont des épreuves. Ok? Donc, première étape, s'il vous arrive quelque chose dans votre vie, une succession de choses qui vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression qu'il y a des difficultés, vous avez l'impression que c'est une impression que, ce n'est pas une vérité, c'est une impression que. Donc, vous commencez par vous poser les vraies questions. Vous commencez par chercher. Si jamais vous avez un problème, on va dire, physique, un problème physique, c'est-à-dire que vous avez la sensation d'être malade, vous avez la sensation d'être fatigué, vous avez la sensation de ne pas récupérer correctement vos énergies, vous tombez malade, enfin voilà. Déjà, vous faites un gros bilan médical avant de dire c'est une entité. Ok? C'est quand même beaucoup plus prudent et, à mon sens, beaucoup plus logique. Je suis médium, mais pourtant, je ne m'envole jamais dans les hautes sphères de la spiritualité. Je suis bien ancrée dans la réalité. Et je vous conseille, vous aussi, de le faire. C'est un bon début. Alors, on va dire que vous êtes arrivé au stade numéro 2, c'est-à-dire que vous avez exploré toutes les pistes logiques et rationnelles en vous disant, bon, voilà, j'ai un problème, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Vous avez été voir votre médecin, vous avez fait des bilans sanguins, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Ok, vous passez à l'étape 2. Effectivement, si vous avez cherché toutes les causes logiques, rationnelles, vous avez exploré toutes les pistes mais que vous ne trouvez rien, vous êtes bien obligé à un moment donné de vous diriger sur une piste, on va dire, j'ai pas envie de dire paranormale, mais pas normale. On est bien d'accord. Il y a peut-être autre chose qui va pas bien. Alors là, attention, il ne suffit pas de taper hanté au 82 500 pour savoir si vous êtes possédé par le diable. Ça marche pas comme ça. Je rigole avec ça parce on voit ça à la télévision. Tu tapes, tu veux savoir si tu es enceinte? Tu tapes enceinte au 82 500. Je suis sûre que dans pas longtemps, il y aura forcément quelqu'un qui tapera entité au 82 500 pour savoir s'il y a des entités à la maison. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire des recherches dans ce domaine-là, vous allez trouver bon nombre de sites internet, parce qu'alors là, je peux vous dire que s'il y a bien un domaine dans lequel l'arnaque prend tout son sens, c'est bien celui-là. Parce que j'ai trouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps un site comme ça où en 10 questions, on peut savoir si vous êtes pollué par des entités. T'es fatigué? Ouais. T'es malade? Ouais. Tu vas pas bien? Ouais. Laisse tomber, des entités. Ça s'appelle une dépression. Alors bien sûr, on va rentrer dans le dur là. Il faut comprendre les manifestations, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait penser que ça peut être paranormal, pas normal, ésotérique, occulte? Pourquoi j'arrive à cette conclusion-là? Euh, C'est-à-dire que, bêtement, je me dis que une porte qui claque, c'est pas forcément le fantôme de Johnny Hallyday, quoi. Ouais, je prends l'exemple de Johnny, parce que c'est spontané. Euh, je pense en tout cas qu'il faut faire un espèce de listing. Il faut se faire une checklist en analysant la situation. J'insiste là-dessus, je sais, c'est chiant, mais il faut comprendre. Soyons sérieux, 2 secondes. Euh, il y a un dicton d'ailleurs qui dit, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quand tu entends un bruit de sabot, ne pense pas zèbre, pense cheval. C'est-à-dire que va pas faire de conclusion hâtive. C'est-à-dire que si on prend un cas, par exemple, d'entité négative qui serait autour de vous, moi, je décris en fait souvent plusieurs stades. Le premier stade, ça va être de la fatigue, du stress, de la peur, mais vous savez pas trop pourquoi en fait, mais ça va pas bien. Il y a un changement émotionnel soudain, des troubles de l'attention, des troubles du comportement, les troubles du sommeil, des insomnies, ce genre de choses.
Au premier lieu, c'est ça. Pourquoi? Parce que le but au début, c'est de vous affaiblir, hein. Donc si on vous empêche de dormir, vous allez vite être fatigué. Si vous êtes fatigué, vous allez vite en avoir marre. Et si vous en avez marre, ça va vous plomber le moral. Voilà, on est un peu des dominos. Donc si on commence par vous priver un peu de sommeil, de vous angoisser à travers des rêves, etc., c'est là qu'on va commencer à vous affaiblir. En stade 2, au deuxième niveau, je dirais, on commence à vous envoyer des attaques psychiques. Le psychique, c'est ce qui se passe bien sûr dans la tête. Donc là, en général, ce sont les rêves un peu gore qu'on fait. On va utiliser les peurs, ce que vous avez le plus peur dans votre vie, et puis on va vous le mettre dans vos rêves. Ça va vous angoisser énormément, ça va vous générer encore plus de stress. Ça va vous empêcher presque de dormir parce que vous allez avoir peur de retomber dans cette même spirale, on va dire. Vous allez avoir des sensations d'oppression, des colères injustifiées, euh, des sentiments de grande tristesse parfois. C'est un peu les montagnes russes, on a du mal à gérer les choses. Beaucoup d'idées noires, un isolement physique et psychique parce que vous avez plus envie de rien. Là, du coup, vous avez juste envie de silence parce que vous êtes tellement épuisé que vous en avez ras-le-bol. Manque d'envie, plus envie d'avancer, plus envie de vider. Et surtout, des fois, on a des idées, mais on a l'impression que c'est pas les nôtres. C'est-à-dire, il y a des choses qui nous traversent l'esprit, on a l'impression que quelqu'un nous l'a dit ou murmuré, ou il y a un truc, mais c'est pas de nous, quoi. Et puis ensuite, ça va continuer à s'accentuer, bien sûr, et on va arriver en phase 3, on va dire, vraiment pour schématiser, hein. Et en phase 3, ben alors là, on va commencer à avoir des problèmes de santé, la sensation d'être épié, comme s'il y avait quelqu'un qui nous regardait, qui nous observait. Sentiment d'oppression la nuit, avec des sensations que quelqu'un nous étrangle, quelqu'un nous est couché sur la poitrine, souvent ça fait ça. Et des problèmes pour respirer. L'impression de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir, l'impression d'être seul au monde, que personne ne peut nous aider. Perte d'appétit, enfin, tout s'enchaîne en fait. C'est vraiment un effet domino. Et plus ça va aller, et pire ça va être. Et au bout d'un moment, comme vous avez des colères injustifiées, les gens vont vous trouver chiant. Ils vont se dire, mais je sais pas ce qu'elle a, elle va pas bien, rien. Et là, vous allez commencer à avoir des idées noires, envie de vous suicider, envie de passer à l'acte. Bon, ça va. Alors, selon l'entité, bien sûr, selon l'énergie qui vous colle, c'est des choses qui peuvent arriver plus ou moins vite. C'est-à-dire que si vous tombez sur une énergie qui est assez forte, elle va vraiment vous polluez très très fortement et ça va descendre. C'est un peu une descente aux enfers qui va très vite. Et puis parfois, il y a des entités qui ont peu d'énergie ou qui sont beaucoup plus subtiles et qui peuvent vous coller pendant un certain temps avant que vous commenciez à vous en rendre compte. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont être polluées par exemple par des entités et qui ne le savent pas. Elles ne savent pas. Ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des personnes que je peux croiser par exemple dans la rue, hein, ou dans un magasin ou je sais pas. Et en fait, juste à côté d'elles, il y a une entité négative et elles ne le savent pas. Il y a des entités qui sont peu puissantes, en fait, qui vont rester autour de vous, mais qui vont pas forcément vous faire dégringoler comme ça rapidement. Ça peut durer parfois même, pourquoi pas, plusieurs années. Je rigole toute seule parce que je me disais, je vais faire un tuto. Et je vais aussi enlever mes lunettes. Ouais, je vais enlever mes lunettes. Euh, je me disais que on va commencer par les énergies négatives. Ouais, parce que les énergies négatives, en général, c'est ce qui nous pollue le plus facilement, entre guillemets. Les énergies négatives, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Je reviendrai pas là-dessus, c'est pas la peine, je vais pas faire un copier-coller. Mais le but, c'est de vous expliquer quoi, qui, comment, pourquoi. En général, les probabilités sont quand même assez grandes. Si jamais il y a un problème dans votre vie, on va dire, il est fort possible que vous ayez capté à un moment donné des énergies négatives. Alors, très souvent, les gens disent, mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai réussi à choper des énergies négatives? C'est quand même dégueulasse. Pourquoi moi? Eh ben, déjà, il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que dans cette précédente vidéo, j'avais expliqué qu'il y avait un plan astral. Bon, c'est-à-dire que, imaginez-vous, nous sommes sur le plan terrestre. Juste à côté de nous, le plan le plus proche de nous, c'est le bas astral. Dans le bas astral, vous allez retrouver toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir. Alors pourquoi négatives? Bah, parce que généralement, elles vont pas bien. Elles vont pas bien. Ce sont des énergies qui sont encore très accrochées finalement au monde terrestre. Ils feraient n'importe quoi hein, pour revenir parmi nous.
Donc, en général, quand on teste des expériences de spiritisme, par exemple, on va forcément tomber sur ce genre d'énergie. Elles vont se faire passer pour des gens qu'on aime, hein, bien sûr, pour attirer notre attention au maximum, pour piquer notre curiosité. Et puis, une fois qu'on a commencé à avoir du résultat, eh ben forcément, qu'est-ce qu'on fait? On continue jusqu'au moment où ça devient problématique. Voilà. Donc, une fois que vous avez invité ces énergies à venir, mais vous ne pouvez pas les mettre dehors. Enfin, très souvent, moi, c'est ce que les énergies me disent. Si je prends le cas d'une personne qui vient me voir en me disant, ouais, je comprends pas, j'ai l'impression que ci ou ça, on verra les symptômes après, enfin, les symptômes entre guillemets. Pourquoi? Et très généralement, je sais pas si ça se dit ce que je suis en train de dire, mais en général, voilà, j'ai l'entité qui est juste derrière en me disant, c'est elle. Elle m'a invité, c'est pas moi, c'est elle. C'est-à-dire que quand vous faites du spiritisme, quand vous faites de l'écriture automatique, quand vous faites de l'écriture intuitive, quand vous faites que vous testez des expériences en médiumnité, quand vous vous mettez à filmer votre maison la nuit pour voir s'il y a des orbes, quand vous prenez des photos, quand vous faites des choses comme ça, vous invitez une entité probable à se manifester. Vous invitez et vous la sollicitez pour qu'elle vienne vous montrer qu'elle est là. Quand vous invitez des amis chez vous le samedi soir, vous les foutez pas à la porte quand ils arrivent. Eh ben, c'est exactement la même chose. Donc, en général, moi, l'entité, elle me dit, c'est pas moi, c'est elle. Elle m'a appelé, je suis venue. Je vois pas où est le problème. Donc, soyez cohérents dans vos propos. Et c'est pour ça qu'on vous dit de pas faire de spiritisme. Mais en général, tout ce qu'on dit de pas faire, les gens font. Donc, j'arrête de le dire. Maintenant, faites du spiritisme. Ouais. Non, je déconne. Non, je déconne. Faites pas de spiritisme. Alors, il y a aussi des gens qui viennent me voir en me disant, ouais, moi j'ai fait l'écriture automatique, je vois vraiment pas où est le problème. Tout le monde dit que c'est pas bien. Non, mais après, si tu as envie d'en faire, fais-en. Mais vu ce que ça fait, moi je dis aux gens, après avoir vu ce que ça faisait, hein, j'ai bien vu quand même, euh, je dis aux gens, ne le faites pas. Mais libre arbitre, si vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà. Donc, si déjà vous avez tenté certaines expériences comme celle-là, je dirais que c'est un peu la suite logique si vous n'allez pas bien après. Ça, c'est logique. Il y a aussi des lieux qui vont être susceptibles de pouvoir vous polluer. C'est-à-dire que, par exemple, vous travaillez dans les hôpitaux, vous travaillez, j'ai envie de dire, dans les collectivités, là où il y a beaucoup de monde, là où il y a un espèce de brassage énergétique qui est important. C'est fort possible que vous soyez pollué à un moment donné. Les gens qui travaillent, les aides-soignantes, les infirmiers, euh, les personnes qui sont confrontées aux malades, en fait, souvent. C'est vrai que là, vous êtes plus susceptible de choper des choses que autrement. Il y a aussi les personnes qui font de l'urbex, qui vont visiter des lieux, les chasseurs de fantômes. J'ai bon nombre de chasseurs de fantômes qui m'ont sollicité déjà par le passé et qui me solliciteront encore, je le pense. Euh, tous ces lieux-là, c'est pas forcément bon. J'ai aussi quelques cas de jeunes hommes ou de jeunes gens, plus souvent les jeunes hommes, je sais pas pourquoi, qui se lancent dans des expéditions nocturnes dans des cimetières, hein, dans des lieux abandonnés, des trucs comme ça. Et ça, c'est pas forcément bon. C'est-à-dire que si il y a une espèce d'empreinte énergétique dans les lieux comme ça, vous y allez, c'est plutôt sympa de venir avec vous, quoi. Vous rapportez avec vous une entité, ou des énergies en tout cas. Donc ça aussi, euh, si vous avez fait ça, c'est pas étonnant que. Il y a aussi, et je suis obligée de le dire, les objets, parce qu'un objet peut être aussi chargé. C'est-à-dire que un dimanche, vous allez à un vide-grenier et vous achetez une malle. Et vous vous dites, oh, dis donc, elle serait super cette malle dans ma chambre. Et en fait, cet objet va être chargé négativement, donc il va rayonner négativement autour de lui, donc il va vous polluer pendant votre sommeil, etc. Ça arrive aussi avec des bijoux d'occasion. Rien de tel qu'une bonne purification. Mais ceci peut expliquer cela. Voilà. Et dans un dernier cas, je dirais que ce qui peut aussi arriver, malheureusement, c'est dans le cas de certaines pratiques en magie ou en sorcellerie, notamment la magie africaine,
qui se passe souvent en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a un premier travail qui est mis sur une personne, puis on va venir faire appel à des entités négatives pour renforcer les effets de la magie. En magie africaine, ils le font beaucoup. C'est assez symptomatique. C'est un mot un peu bizarre, mais très souvent, quand on a affaire à des gens qui sont victimes de sorcellerie africaine, j'entends, c'est pas rare qu'on ait travaux occultes plus entités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on utilise des entités pour vraiment accentuer le travail et affaiblir la victime. Donc voilà à peu près ce qu'on peut croiser. Alors si on fait un petit peu la balance, on va dire, avec les travaux occultes. Alors les travaux occultes, il y a deux possibilités. Soit c'est de l'artisanal, ça veut dire que c'est du travail qui n'est pas professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nuire, pas du tout. Il y a des travaux comme ça qui sont vraiment réalisés de manière très artisanale, mais pourtant qui ont un effet qui est assez intéressant, entre guillemets, assez puissant quand même. Et puis il y a la méthode vraiment professionnelle, où alors là, selon sur quoi vous tombez, ça peut être assez radical. Comme je dis, là aussi, c'est important de bien comprendre ce qui se passe et de ne pas se mettre en position de victime sans comprendre pour qui, pourquoi, comment. Attention. Et puis, il faut arrêter aussi. Alors, je sais que quand on est victime de travaux occultes, on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? J'ai fait quoi? Mais aujourd'hui, vous avez pas besoin de faire grand-chose pour que les gens vous en veulent. C'est comme ça. Je veux dire, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on peut en vouloir à tout le monde et à n'importe qui pour très peu de raisons. Et parfois même dans les familles, au sein des familles. Regardez les faits divers, hein. Non mais c'est vrai, regardez les faits divers et vous allez voir que très souvent, les histoires de meurtre, les machins, les règlements de compte, c'est en famille déjà. Donc si votre famille elle est prête à vous buter pour une histoire d'héritage, imaginez ce que le voisin peut faire parce que vous avez changé de bagnole. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, je le conçois. Si vous êtes comme moi, vous vous occupez de personne parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps. Mais bon, euh, il y a des personnes comme ça qui c'est obsessionnel, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de regarder toujours ce qui se passe chez le voisin et d'envier tout ce que les autres ont. Mais c'est pas pour autant que eux, ils se bougent pour avoir quelque chose, hein, pas du tout. Ils se mettent toujours dans la haine, la colère, enfin, voilà. Donc pourquoi, la question c'est plus pourquoi, la question c'est il faut agir, quoi. Alors, il faut toujours faire appel à un professionnel, justement, qui va pouvoir comprendre quel type de magie a été mise en place. Si c'est artisanal, ce sera beaucoup plus facile de la retirer. Si c'est un travail professionnel, ce sera évidemment plus long. C'est pas la même chose. Et puis, après, comme je le disais, il peut y avoir de la magie plus des entités. Ça dépend, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Si on n'arrive pas à trouver de solution, c'est le sujet qui a un problème, c'est-à-dire que c'est la victime qui a un problème. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens, par exemple, qui ont fait appel à moi pour faire des dégagements, et la semaine suivante, ils recommençaient l'écriture automatique, quoi. Bien, bah, à ce moment-là, tu te démerdes, je suis désolée. J'ai aussi des personnes qui m'ont demandé des soins, et puis après le soin, je délivre un compte rendu avec des choses très importantes à faire, des rituels à faire qui sont très précis. 6 mois plus tard, j'ai la personne qui me rappelle, je comprends pas, ça va pas bien. T'as fait ce que je t'ai dit de faire? Ah bah non. Eh ben voilà. Donc si je te dis de faire des trucs, c'est que tu les fais pas, eh ben c'est ton libre arbitre, donc assume. Euh, je suis dure, mais c'est ça, hein. On peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider soi-même, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, si on vous dit tourne à droite et que vous tournez à gauche, bah tournez à gauche, quoi. Mais ne demandez pas s'il fallait tourner à droite ou à gauche. Je veux dire, faites-le comme vous avez envie. Mais il y a des travaux parfois qui sont même établis sur des lignées familiales. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que la magie, aujourd'hui, ça peut paraître un peu bête, hein, ignare de parler de ça, hein. Les gens les plus cartésiens qui vont tomber sur cette vidéo vont se dire non mais ça va pas bien. La magie, d'accord. Tu es drôle. Mais il y a des années, il y a quelques générations, en Bretagne en tout cas, on gérait les problèmes avec la magie, quoi. Ça arrivait. Ça arrivait. Et ça arrive aujourd'hui de trouver des personnes qui viennent me consulter. Et en fait, quand on remonte, ça fait déjà 2 ou 3 générations qu'il y a une espèce
de malédiction familiale qui est posée, où il y a plusieurs suicides dans une même famille, par exemple. Tous les hommes se suicident. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Donc l'important, c'est de trouver la source du problème et de réaliser ensuite un travail de dégagement ou de désenvoûtement selon les cas. Mais il faut bien sûr prendre le temps de comprendre contre quoi on va se battre. Ça, c'est un peu logique, hein. Je suis très logique en fait. Trop peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est logique. Alors, à qui, à quoi, pourquoi? Continuons dans la série. Admettons, voilà, vous avez un problème et à qui est-ce que vous allez pouvoir en parler? Alors, bien entendu, vous pouvez très bien regarder sur Internet, parce que je sais très bien que vous allez aller regarder sur Internet. Vous allez essayer de trouver un praticien. Le praticien, normalement, doit être en mesure de vous expliquer comment il fonctionne. Le plus simple, en fait, c'est de faire appel à un médium, mais qui pratique aussi les dégagements énergétiques, donc qui serait aussi magnétiseur. Voilà, la bonne combinaison, c'est ça. Si vous allez voir un magnétiseur, il va pas capter les informations que l'entité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut faire un dégagement. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. J'ai fait un dégagement la semaine dernière, je crois, et cette personne, en fait, elle est venue me voir. Et pendant que je lui ai fait le dégagement, j'ai capté plein d'informations. J'ai eu un contact avec son grand-père, j'ai eu un contact avec son père, j'ai eu un contact avec sa mère, j'ai eu un contact avec son guide. Voilà, donc je lui ai donné plein d'éléments. Et à chaque fois qui étaient avérés, hein, c'est-à-dire que c'était des choses que j'avais captées avec ses guides pour que lui faire comprendre qu'ils étaient là, quoi. Ils sont là pour l'aider et ils m'ont aidé pendant le dégagement. C'est parce que je fais de la médiumnité, je suis médium, je suis clairaudiente, clairsentante et clairvoyante, donc je peux tout capter. Et je peux aussi retirer une entité. C'est-à-dire que pendant un dégagement, je peux très bien capter des informations et c'est comme ça que je sais si la personne a fait du spiritisme ou pas. Même si elle va me maintenir qu'elle n'a jamais fait de spiritisme. Et que, au final, on va me montrer qu'elle a bien fait du spiritisme. Voilà. Mais l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir un praticien qui a plusieurs cartouches, comme on dit, parce que comme ça, il va pouvoir capter un maximum de choses et il va pouvoir cibler le problème beaucoup plus rapidement. Si vous allez voir un magnétiseur qui n'est pas clairaudient, qui n'est pas clairvoyant, il va travailler sur vos énergies, mais sans comprendre comment, pourquoi, à bon, mais dans quel but. Donc il travaille un peu à l'aveugle, il n'a pas tous les outils. Donc au final, je vous dirais toujours de prendre quelqu'un qui va déjà réaliser un travail énergétique sur vous pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que si le praticien, il vous dit en 14 secondes, vous êtes pollué par une entité, c'est pas bon. Parce qu'il faut réaliser une étude énergétique et vibratoire pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur vous. La base, c'est ça. Donc, avec la radiesthésie, souvent avec le pendule, on va déterminer vos énergies, on va travailler sur des cadrans pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je travaille aussi avec mes guides, donc mes guides vont me dire que, et c'est comme ça qu'on va réussir à poser une conclusion, à savoir qu'est-ce qui se passe, et ensuite, comment il faut agir. Si vous ne faites pas ça, je ne vois pas bien comment vous pouvez avoir du résultat. Donc très souvent, c'est des personnes qui me disent, alors j'ai été voir un magnétiseur, j'ai été voir un machin, j'ai été voir un truc, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et puis 2000 euros plus tard, j'ai toujours le même problème. Ben, c'est logique en fait, hein, parce que si jamais vous ne faites pas une bonne étude au début pour comprendre ce qui se passe, vous ne pourrez pas avoir de résultat. C'est pas possible. Et après, un travail, c'est un travail. C'est-à-dire que un praticien qui vous donne une image à regarder tous les jours parce qu'il l'a imprimée sur son imprimante, machin, là, c'est pas normal. Fuyez. Fuyez. Ça va pas bien. Si, je sais pas, on vous propose de réaliser un dégagement par Skype, bah, je comprends pas, là. On travaille sur des photos, en fait. On peut travailler à distance sur photo, ça, il n'y a pas de souci. Mais par Skype, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, cette histoire. J'aurais pas trop confiance. Euh, Gardez votre logique, gardez votre discernement. Ne plongez pas dans tout.
Alors, on va partir du principe où vous avez trouvé le bon praticien, il est clair dans ses propos, il vous a bien expliqué les choses, il vous a probablement donné des détails sur la manière dont il fonctionne. La confiance est installée entre vous et lui, c'est parfait, et vous êtes totalement dans l'acceptation du soin que vous allez recevoir. Il y a deux possibilités. Soit il va agir à distance, c'est-à-dire qu'il va travailler sur photo. En général, il vous donnera les heures, c'est mieux, les heures auxquelles il va travailler, le moment auquel il va travailler, ou alors soit il va vous faire venir au cabinet pour travailler avec vous en direct. Je sais que personnellement, quand je travaille à distance, en général, je travaille sur 3 étapes, sur 3 jours consécutifs. Et au bout des 3 jours, je donne un compte rendu pour expliquer aux gens ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Parce qu'il ne faut pas rêver. Quand on fait un dégagement, il y a le praticien, ce qu'il va faire, il va pouvoir agir sur certaines choses, mais il y a aussi des conseils qui vous sont donnés normalement pour que vous continuez de votre côté à travailler sur vos énergies. N'attendez pas que tout se fasse à votre place et youpi tralala, vous n'avez rien à faire. C'est pas vraiment la réalité. Moi, je dis toujours aux gens, je fais 90% du chemin et après, c'est à vous de faire le reste du chemin. Je suis très accompagnée aujourd'hui, je brille et il y a des trucs qui passent. C'est aussi essentiel et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de me le... C'est une façon de me rappeler aussi les choses, c'est que le praticien doit être un peu, comment je dirais, bien accompagné. Euh, L'essentiel, c'est d'être clean hein, dans vos propos, dans ce que vous faites, dans vos travaux. Et plus le praticien est irréprochable, entre guillemets, plus il agit en bonne conscience et plus ça va être facile en fait d'avoir du résultat. Euh, donc ça, c'est un petit peu comme ça que ça doit se passer. Ensuite, très important, et c'est là où souvent problème, c'est que très souvent, des personnes, des praticiens proposent des dégagements énergétiques, mais ils ne mettent, j'arrive pas à le dire, ils ne mettent rien en place pour qu'on évite les retours. Parce que clairement, vous avez réalisé un dégagement, ça y est, vous vous sentez libéré. Les jours qui suivent, vous vous sentez un petit peu plus fatigué, c'est normal. Mais le but, il y a un truc qui vient de passer là. Le but, c'est que ça ne revienne pas. Il ne faut pas que ça revienne. Donc, pour pas que ça revienne, il faut mettre en place des protections simples. Ça peut être des pierres, ça peut être de l'encens, ça peut être des bains aussi, des rituels de purification pour vous aider vraiment à décaper l'aura au niveau aurique surtout, pour que vous puissiez vous libérer de tout ça. Et idéalement, pour pas que ça revienne, parce que sinon, ça reviendra. Bah ouais, la mauvaise nouvelle, c'est que souvent, quand on a été atteint une fois, on a plus de risques que ça revienne. Donc, l'essentiel, c'est de mettre en place de bonnes protections pour éviter les problèmes. Souvent, les gens me posent des questions concernant les expériences que j'ai pu croiser dans mon cercle, on va dire, privé, mais aussi dans le domaine professionnel. Alors, bien sûr, j'ai une charte hein, de confidentialité, donc je ne vais pas pouvoir vous raconter intégralement l'histoire telle que, dans les conditions en tout cas qu'elle s'est passée, parce que le but, c'est pas non plus que je déballe la vie des gens, pas du tout, mais de vous raconter un petit peu, oui, je peux, hein, une expérience ou deux concernant les phénomènes de hantise notamment. Par exemple, j'ai été appelée il y a quelque temps par un couple qui est venu s'installer dans ma région. Ces personnes-là, ce couple-là, a investi dans la pierre. Ils ont acheté un manoir tout près de chez moi, enfin pas tout près de chez moi, pas non plus la porte à côté, mais on va dire dans ma région, voilà. Et ce sont des gens qui sont extrêmement cartésiens. C'est pas du tout des gens qui sont penchés dans le domaine spirituel ou quoi que ce soit. Pas du tout. Des gens, voilà. Nous, on croit pas à tout ça, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon. Donc au début, tout va bien, forcément, hein, c'est un peu l'euphorie de l'achat, c'est merveilleux, c'est génial, on va faire des chambres d'hôtes, on va faire des gîtes, on va faire machin, on va faire truc. Et puis, assez rapidement, ça commence un petit peu à déchanter, surtout pour madame, parce qu'elle a beaucoup de mal à prendre possession du lieu, sans jeu de mots. Et du coup, ouais, elle a un petit peu de mal à s'habituer. Ce qui est pas rare, hein. Généralement, vous changez de lieu de vie, bah, au début, il faut vraiment prendre vos habitudes, prendre vos marques, comme on dit souvent, et pour commencer vraiment à bien vivre dans votre logement. Donc jusque-là, c'est pas étrange.
Si vous changez de lieu de vie et qu'au bout d'un mois, 1 mois et demi, 2 mois, vous n'arrivez toujours pas à vous y faire, bah, c'est peut-être que vous avez tout simplement des problèmes d'adaptation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose. Pour cette personne-là, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu des je dirais des petites frictions entre eux parce que ils perdaient l'un et l'autre à chaque fois leurs affaires. Alors c'était les clés de voiture, après c'était le téléphone, après c'était, enfin voilà. Et à chaque fois, ils s'engueulaient, hein, ils étaient que tous les deux dans ce manoir, hein, donc voilà. Donc ils s'engueulaient l'un et l'autre en se disant qu'est-ce que t'as fait de ça, qu'est-ce que t'as fait de ci, et les papiers, et les machins, et les trucs. Ils avaient tendance à perdre beaucoup de choses. Et surtout, ils finissaient par les retrouver dans des endroits où finalement, c'était pas du tout logique. Donc ça a commencé un petit peu à les agacer. Ensuite, ils ont fait venir des professionnels pour faire des devis, pour commencer des travaux. En tout cas, le but c'était ça, hein, c'était de lancer des travaux. Mais à chaque fois, ça n'aboutissait pas. Le professionnel, soit il venait pas, soit il y avait du retard, soit il était compliqué, soit il y avait trucs, soit il y avait machin. Enfin, il y avait toujours des retards en fait, c'était toujours compliqué. Ils ont bataillé quand même, hein, ils ont quand même établi les devis, ils ont fait les travaux. Bon, ça a été compliqué, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais bon, là, on peut être rationnel en se disant, attends, t'achètes une maison qui est ancienne, en général, c'est quand tu commences à casser qu'il y a des surprises. Donc voilà, jusque-là encore, rien d'étonnant. Vous voyez, on cherche toujours une logique. Et puis, donc, leur affaire de chambre d'hôte voit enfin le jour. Et puis, ils décident de faire de la publicité sur Internet, etc., etc., etc. Et puis ben là, ça prend pas. Ça prend pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées, pas beaucoup de demandes, pas beaucoup de visites, pas beaucoup de... Voilà, ça traîne des pieds, ça a du mal à prendre. Donc forcément, eux, ça les agace. Ils commencent à avoir une pression sur leurs épaules en se disant qu'ils ont investi finalement beaucoup d'argent et qu'il n'y a pas beaucoup de retour, ce qui est aussi la logique. Et puis, ils vont commencer à s'angoisser l'un et l'autre, se stresser. Du coup, le ton monte facilement. Les échanges entre eux, ça devient compliqué. Finalement, enfin voilà, il y a un effet domino hein, qui s'installe, donc ça commence à devenir très compliqué. Et puis un jour, il y a un couple de voyageurs, on va dire, qui vient chez eux pour dormir, pour passer la nuit. Et ces gens-là s'installent en fin de journée dans leur chambre. Euh, Bien sûr, il y a des problèmes, hein. C'est-à-dire que il y a des problèmes d'eau chaude, il y a des problèmes de chaudière, il y a des problèmes d'électricité. En fait, c'est un manoir à problèmes. En général, c'est ça, hein. Et puis, le couple de voyageurs va se coucher, et puis 2 heures plus tard, ils se lèvent tous les deux, ils descendent dans le salon principal très énervés, en disant qu'ils en ont marre parce que, il y a des bruits de bottes sans cesse dans l'escalier, ils n'arrivent pas à dormir. Donc les propriétaires se regardent en se disant cette fois-ci on est tombé sur un malade. Des bruits de bottes, mais il n'y a pas de bottes. Alors les voyageurs insistent en disant mais si, on entend des gens qui passent dans le couloir, c'est pénible, on n'arrive pas à dormir. Et en fait, ça va commencer comme ça, c'est-à-dire que les gens qui viennent, en général, ne restent pas. Soit ils partent dès le lendemain alors qu'ils avaient prévu de rester plusieurs jours, soit ils partent au bout de 2 heures parce qu'ils en ont marre. Et un soir, ils se disent mais dis donc, et si on allait dormir dans le couloir des chambres pour voir un petit peu ce qui se passe? Bon voilà une idée qu'elle est bonne. Et donc, un soir, les propriétaires s'installent dans une des chambres d'hôtes qu'ils avaient prévu en fait de louer, bien sûr. Et ben, 2 heures plus tard, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui n'arrête pas de passer dans le couloir. Il y a des bruits, il y a des voix, il y a des courants d'air. Il fait étrangement froid. Il y a même des odeurs qui sont un peu suspectes. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils vont faire venir des experts, ils vont faire venir des professionnels, des artisans, ils vont essayer de comprendre. Ça donne rien. Le problème, c'est que finalement, ils sont en train de perdre de l'argent parce que plus ça va et plus ça devient difficile hein, de payer, bien sûr, les trades, les crédits, etc. Donc, à un moment donné, ils se disent, c'est pas possible, on va pas s'en sortir, on va être obligé de vendre. Et puis, un week-end, une personne qui était certainement un petit peu penchée sur le spirituel leur dit, mais pourquoi vous avez jamais fait venir un médium? Oh. Et alors là, il mord de rire, quoi. Je veux dire, un médium, mais pourquoi faire? Elle aurait un diplôme de plomberie, donc je vois pas pourquoi on ferait appel à une médium. Et puis, monsieur commence à faire des recherches dans ce domaine-là, il se dit, bah ouais, pourquoi pas, après tout, il y a peut-être un truc. Je sais pas, c'est quand même un manoir du XVIIe siècle. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées dedans, et c'est peut-être pour ça, et je sais pas, et c'est bizarre. Donc, ils font appel à moi. Et en fait, je vais aller, bien sûr, dans ce lieu.
qui est un lieu extrêmement chargé. C'est-à-dire que quand un médium arrive dans un lieu qui est très chargé, on est un peu comme si on basculait dans un monde où, comment je vous dirais ça? C'est un peu comme de plonger dans un monde parallèle et si on se concentre suffisamment, on peut avoir, presque des scènes, de vie qui vont se dérouler sous nos yeux et qui se sont passées là. On est du coup placé en spectateur et on regarde dans un lieu tout ce qui a pu se passer. Et alors là, j'avais l'impression que j'avais la tête qui allait, exploser. J'ai dit: «D'accord, OK». Donc déjà, vous n'êtes pas perturbé par le bruit, c'est-à-dire qu'eux n'entendent rien et vous, vous avez l'impression que il y a du monde partout, 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 partout. Il y a des gens qui passent, il y a des animaux, il y a des trucs, et en fait, vous leur dites: «Mais vous êtes pas dérangés avec le bruit?» Et là, ils vous regardent, «Bah, non, c'est calme, hein, on est au calme, hein, ici, on est en pleine campagne, c'est sympa, hein». Bah, je te prête mes yeux si tu veux, tu vas voir. Non, c'est pas trop sympa, non. D'accord. Et puis après, en rentrant bah, dedans, dans le manoir, bah, c'était encore pire. Et ce qui me choquait particulièrement, c'était de voir des hommes avec des costumes militaires, hein, et puis les bottes militaires qui font du bruit, hein, sur la pierre. Et donc, quand j'ai retracé un petit peu tout ce que je pouvais ressentir sur ce lieu, ils sont restés me regarder avec des yeux ronds en se disant: «Ah ouais, d'accord, OK, donc il y a tout ça? Ouais, d'accord». Donc gros travail, de purification et de protection sur le lieu puisque, bien sûr, les lieux sont, des empreintes, subissent les empreintes énergétiques du passé et de tout ce qui a pu se passer, dans les lieux. Donc voilà, une des expériences que je partage, avec vous, comme quoi ça peut arriver même aux plus cartésiens d'entre nous. Alors, autre expérience qui m'est arrivée, on va dire qui serait plus, penchée sur, l'écriture automatique, hein, parce que souvent je parle d'ailleurs on dit souvent ça, hein: «Faut pas toucher à l'écriture automatique, il faut pas faire ça, enfin c'est dangereux, c'est compliqué, faut pas le faire». Après, comme je dis toujours, chacun son libre arbitre, et puis généralement ce qu'on dit aux gens: «Ne le faites pas», qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils le font. Ça, c'est quasiment classique. Donc, j'ai rencontré un couple comme ça, je crois que c'était l'année dernière. C'est un couple qui a une trentaine d'années, on va dire, et qui était depuis toujours, l'un et l'autre d'ailleurs, passionnés par le paranormal, passionnés par tout ce qui était ésotérique, la sorcellerie, la magie. Enfin voilà, c'était vraiment leur domaine à eux, ils adoraient ça. Donc ils se sont bien trouvés. Et quand ils avaient une vingtaine d'années, ils ont commencé à faire de l'écriture automatique tous les deux. C'était devenu un passe-temps. Donc ils se mettaient à table, une feuille, un crayon, et hop, on y va, en avant, Guingamp, c'est parti, on écrit. Et donc, ils se faisaient des soirées comme ça. Après, ils ont intégré un groupe Spirit où bah, ils faisaient des soirées entières d'écriture automatique. Et eux, ils y trouvaient leur plaisir. Et puis, ils ont commencé après à faire de l'urbex. C'est-à-dire qu'ils allaient visiter les lieux la nuit qui étaient désaffectés avec une lampe torche et un truc, et ils se faisaient un peu peur, quoi. Et puis, ils ont capté une entité féminine par écriture automatique qui est devenue très présente avec eux. Et puis, ils ont commencé ensuite à avoir des phénomènes à la maison, des choses qui bougent, des portes qui claquent, des ampoules qui pètent, des problèmes électriques, des problèmes au niveau des appareils électroménagers, des problèmes de sommeil, des problèmes de cauchemar, des problèmes de plein de choses. Et l'entité féminine qu'ils avaient captée s'appelait Angélique. Alors, je pense que c'était une blague, hein. Angel, Angélique, l'air angélique. Enfin, je pense que c'était un jeu de mots, en fait. Donc, cette fameuse Angélique est devenue euh, presque, presque une personne, finalement, qui fait partie de leur quotidien. Donc, c'était vraiment confus, en fait. Tout ça, c'était confus. Et ils l'ont gardé avec eux pendant des années, puisqu'ils ont continué à pratiquer l'écriture automatique. Et un beau jour, cette jeune femme est tombée enceinte. Et elle a su que c'était une fille. Et quand elle a su que c'était une fille, ils se sont dit tous les deux, et si on l'appelait Angélique? Et en voilà une idée bizarre. Enfin, je sais pas, moi ça m'a toujours paru bizarre cette histoire, mais bref. Donc ils ont appelé leur petite fille Angélique, comme Angélique, bah, l'entité.
Malheureusement, donc cette petite fille, elle est née et elle est décédée quelques semaines après sa naissance par mort subite du nourrisson. Donc bien sûr, ils ont été effondrés. Ils ont commencé à douter finalement en se disant mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? C'est bizarre. Peut-être qu'on n'aurait pas dû l'appeler comme ça. Peut-être que voilà. Et ils se sont dit un soir, écoute, on va arrêter. On va arrêter l'écriture automatique. Je pense que là, voilà, peut-être que c'est un signe pour qu'on arrête. Donc on arrête tout ça, on range tout au placard, fini, terminé. Ouais. Bah, sauf que quand vous avez invité une entité pendant des années, ou même pendant un mois, ou même pendant 15 jours, vous l'avez invité à vous donner des messages, et que c'est pas forcément l'entité que vous pensez qui est super gentille, super sympa et qui est là pour vous aider, parce qu'elle s'est fait passer pour ce qu'elle n'est pas, vous pouvez plus fermer la porte comme ça. Donc cette entité, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris que pendant longtemps, elle pouvait discuter avec eux, il y avait un échange, il y avait une interaction, il y avait quelque chose, et que du jour au lendemain, il n'y avait plus rien. Donc cette entité est devenue violente. Elle a eu bien sûr une phase de je harcèle psychologiquement mes hôtes, voilà. Et donc du coup, c'était des cauchemars, c'était tout ça, c'est tout ce que j'ai décrit en amont, bien sûr, dans la vidéo, jusqu'à ce qu'il y ait quasiment des espèces d'expériences, ce qu'on appelle des tentatives d'incorporation, c'est-à-dire qu'une entité va tenter de prendre possession de votre corps et de se servir de votre corps pour pouvoir parler, pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire plein de choses. Et c'était beaucoup la femme qui était visée, donc elle a eu plusieurs tentatives d'incorporation, qui est extrêmement bien sûr traumatisant, jusqu'au jour où ils ont commencé bien sûr à chercher quelqu'un qui pouvait les aider. Ils sont tombés sur bon nombre de praticiens qui ont tenté de les aider. J'avoue que c'est un travail qui est particulièrement difficile parce que c'est depuis des années. Donc plus longtemps c'est installé et plus longtemps c'est difficile à retirer. Et il a fallu travailler de nombreuses heures sur ce cas pour réussir à les soulager et à faire en sorte que la paix revienne. C'est un gros, gros travail. C'est pour ça que très souvent, mon conseil, c'est ne pratiquez pas l'écriture automatique. C'est mieux. Alors concernant les travaux occultes, on va dire, une expérience que je pourrais partager avec vous, c'est une personne, c'est une dame qui m'a contactée, je crois que c'était fin d'année dernière, parce que il y avait quelque chose qui n'allait pas chez son mari. Alors, bien sûr, après s'être posé 10 000 questions en amont, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue me voir, j'étais pas la prums à m'occuper de son cas, hein. Donc, son mari est d'origine antillaise. Il est parti en voyage aux Antilles parce qu'il est parti voir sa famille aux Antilles. Et son épouse est restée en France parce que, en métropole du moins, parce que elle s'entend pas du tout avec la belle famille. Ce qui peut arriver. On va pas jeter la pierre. Donc il est parti tout seul là-bas. Et quand il est revenu, il était bizarre. Il était pas bien. Alors elle s'est dit au début c'est le décalage horaire, le temps qu'il se réhabitue, le temps que machin, tout ça. Mais en fait, non, non, il était assez colérique, il était assez bizarre. Il avait des crises un peu de colère monstrueuses et pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il avait des réactions qui étaient les trois quarts du temps complètement démesurées par rapport à la situation qu'il vivait. C'était pas logique. Et voilà, donc elle a commencé à se poser des questions en disant c'est bizarre. Peut-être que là-bas, ils lui ont remonté un peu les pendules, ou je sais pas, ils lui ont bourré le mou pour qu'il réagisse comme ça. C'est pas logique. Donc ça a duré un certain temps. Le couple, forcément, commence à prendre un peu de distance. Monsieur commence à ne plus se justifier sur ce qu'il fait, où il va, qu'est-ce qu'il fait. Enfin voilà, faut même pas lui demander d'ailleurs, parce que si on lui demande, tu te fais envoyer balader. Ce qui n'est pas du tout son habitude, hein. C'est-à-dire qu'il y a un réel changement de comportement. Et puis, un soir, ils reçoivent des amis à la maison, et puis, pour un truc ridicule, monsieur pète complètement un plomb. C'est-à-dire que, vous savez, il y a l'expression, c'était, enfin moi, ça m'est déjà arrivé de dire ça, il était hors de lui. Vous voyez ça? C'est pas une expression complètement anodine. Il était hors de lui. Eh ben, il a fait un 0 à 100, en fait. Il est parti, mais alors dans les tours totales, il a pété un plomb, si bien que les personnes qui le connaissaient bien, ce sont des amis à lui,
on dit à son épouse, là, c'est plus lui, là. Qu'est-ce qu'il a, là? Il va pas bien ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est là qu'elle a tilté en se disant, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Parce que, euh, parce que je reconnais plus mon mari, en fait. J'ai l'impression que c'est plus lui. Donc, il y a forcément un truc qui va pas, quoi. Il y a un problème. Donc, ces gens-là n'habitent pas en Bretagne, hein, ils habitent dans une autre région. Et donc, elle m'a trouvée par Internet, elle m'a envoyé un mail, je lui ai demandé, comme toujours, de m'envoyer une photo de son mari pour que je vois un petit peu ce qui se passe et pourquoi et comment. Et puis, j'ai reçu la photo, et alors quand j'ai reçu la photo, je lui dis là, là, ça va être costaud, là. C'est-à-dire que pour moi, il y avait quelque chose, il y avait un travail qui avait été établi sur lui dans le but de nuire à ses relations. Bon, on était dans le truc, hein. Et c'était pour espérer un retour. Donc je pense que c'était lié vraiment à la famille. Alors comme quoi, des fois, la famille, commencez, si vous avez des problèmes, commencez à chercher dans la famille, hein. Enfin, je sais pas, je vous dis ça comme ça. Parce que très souvent, d'ailleurs, vous avez qu'à regarder les séries criminelles, en général, quand il y a un problème, un meurtre ou un truc ou un machin, les gens commencent toujours par suspecter la famille, ce qui est un peu logique. Je sais, c'est triste, hein, mais c'est comme ça, c'est la réalité de la vie. Pensez au petit Grégory. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait un petit bilan à son épouse en lui expliquant que, bah, effectivement, il y avait quelque chose qui était mis en place. Pour moi, c'était un travail qui était vraiment professionnel, hein, pour le coup. C'était quelque chose d'assez costaud. Et le principe, c'était qu'ils reviennent. Donc, je lui ai demandé, j'ai mis, il n'y a pas quelque chose dans la famille, dans ta belle famille, ils n'ont pas envie qu'il retourne là-bas, ou ils n'ont pas envie de le récupérer, ou voilà. On a découvert comme ça le poteau rose et on a entamé un travail sur lui de libération pour vraiment le dégager de tous les travaux occultes qui avaient été mis en place. Ça a été un travail qui a été très difficile, sauf que 8 jours plus tard, il avait complètement changé de comportement. Et c'est comme s'il avait oublié, il avait fait un burn-out, je sais pas, il avait occulté, il avait oublié en fait tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il se souvenait pas d'avoir pété un plomb devant ses copains à la table, quoi. Et il y avait vraiment une partie de lui qui était plus là, qui était voilà, une espèce de blackout sur ce qui s'est passé avant. Comme quoi, ça aussi, ça peut arriver, bien sûr, mais quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment important de retenir ça, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit des entités, que ce soit des énergies négatives, que ce soit des phénomènes de hantise, il y a toujours des solutions. Je, des fois, ça m'arrive hein, de dire bah non, je pourrais pas vous aider parce que je suis pas la bonne personne, ou parce que je le sens pas, ou parce que mon guide il me dit non, ou parce que voilà, ça arrive. Mais c'est très rare. En tout cas, moi, j'ai pas croisé des cas où on n'y arrive pas quoi. La seule raison, et ça c'est aussi hyper important, je suis un peu en journée anglaise aujourd'hui, vous m'excuserez. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est que, comme toujours, le praticien fait 90% du travail, les 10% restants, c'est vous. Donc, s'il y a un échec, il se peut que l'échec vienne de vous. Si vous retentez une expérience d'écriture automatique 15 jours après avoir fait un dégagement, ben là, il ne faudra pas venir pleurer, quoi. Je veux dire, normalement, on se souvient de la leçon, hein, mais bon, il y a des têtus quand même. Donc, je ne sais pas, moi, si vous faites un dégagement énergétique et que un mois plus tard, vous allez visiter un château hanté, je veux dire, cherchez pas les problèmes non plus. Je veux dire, si on vous dit mets en place des protections, mets en place des pierres de protection et que vous attendez 6 mois avant de les acheter, venez pas vous plaindre. Si on vous dit qu'il faut faire un rituel de purification complet et que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut le refaire, si vous le faites pas, ne venez pas pleurer. Il faut aussi prendre vos responsabilités. Mais ne jouez pas avec le feu, ça sert à rien. Déjà, en ne faisant rien, vous avez malheureusement euh, je n'ai pas envie de dire des chances, mais des risques, en tout cas, de choper des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, c'est pas la peine non plus d'aller chercher les problèmes. Alors, ensuite, je vous avais dit sur ma page Facebook, sur mon groupe Facebook, Elisabeth Medium, le monde de la médiumnité, groupe gratuit, et pas réservé que aux professionnels, tout le monde peut entrer dessus. Je vous avais proposé de me poser des questions, et j'adore quand vous me posez des questions. Encore faut-il que je retrouve mon petit article. C'est beaucoup mieux.
C'est ici. Ok, donc alors, les questions que vous m'avez posées. Nana, les énergies négatives viennent-elles toujours d'une entité plutôt malveillante ou peuvent-elles être générées par un événement tragique comme un égrégore? Tu commences fort, Nana. Alors, une entité malveillante, ben oui et non. Des fois, tu as des entités qui restent proches de toi parce qu'elles t'aiment bien. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux très bien perdre quelqu'un, par exemple, tu perds un ami, je te le souhaite pas, hein, mais tu perds quelqu'un comme ça de ton entourage et tu es très accroché à lui. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de penser à lui, tu n'arrêtes pas de le pleurer, tu n'arrêtes pas des pachins, gna 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 gna. Donc tu le retiens vers toi. Donc il va rester à côté de toi. Donc finalement, il reste à côté de toi, il n'est pas malveillant, mais tu vois, il faut toujours comprendre, et c'est ça aussi, tu vois, le problème souvent du bas astral, c'est que une personne qui s'en va, il faut qu'elle comprenne que son rôle, c'est pas de rester sur le plan terrestre. C'est pas là sa place. Donc, tu vois, souvent, c'est une question de mauvais placement. C'est pas forcément une entité malveillante. Euh, donc, tu vois, je te réponds en même temps sur les deux. De quoi vient la pollution aurique et comment savoir si on est pollué? J'ai répondu dans la vidéo. Donc, ça, je reviendrai pas dessus. Delphine, au risque de paraître folle. Bon, t'inquiète pas, je veux dire, là, on est entre nous, hein, puis personne nous regarde, Delphine. On peut tout se permettre. Peut-on se faire pincer la nuit? Oui, tu peux te faire pincer, tu peux te faire griffer, tu peux te faire mordre, tu peux te faire arracher les cheveux, tu peux te faire happer du lit. Ça m'est arrivé une fois, j'ai eu peur. Ouais, là, j'étais pas fière. Là, là, c'était vraiment le truc un peu dark quand même, hein. Dans le sommeil ou se réveiller avec d'énormes bleus. Alors que la veille au soir, on n'avait rien en se couchant. Ouais, absolument. Oui, oui, c'est assez. Le tout alors qu'on vit seul. Bah oui. Et encore, t'aurais eu un mari. J'aurais compris. Non, je déconne, Delphine. Non, non, je plaisante. Mais oui, ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Mais en général, et puis de voix, en général, c'est des choses qui arrivent progressivement. C'est-à-dire que les choses vont toujours un peu crescendo. Tu vois, tu vas commencer par faire des mauvais rêves, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, et plus ça va, et plus c'est fort. En général, quand tu arrives vraiment aux coups, enfin aux hématomes, aux griffures, etc., c'est que là, c'est déjà assez fort quand même, hein. C'est une entité qui s'est déjà bien renforcée, et du coup, qui va être vraiment difficile à retirer. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est malheureusement, c'est très rare, hein, faut pas non plus faire d'amalgame. Vérifie quand même l'état de tes ressorts, de lit et tout ça avant de conclure que. Mais oui, ce sont des choses qui arrivent effectivement. Déborah, l'amour. Non, t'as un joli nom de famille, toi. Peut-on avoir des énergies polluantes déjà présentes à notre naissance que nous gardons d'autres vies? Là, tu parlerais donc de karma, donc c'est ça que tu es en train de me dire. Euh, alors, souvent, c'est pas idiot ce que tu dis, Déborah. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des liens karmiques. Parce que quand on fait un dégagement, dans la prière qu'on récite, donc j'ai une prière de dégagement, dans ma prière, on dit effectivement qu'on coupe tous les liens karmiques, etc. Tous les liens, donc oui, effectivement, tu peux avoir des liens avec d'autres vies. Et, euh, et traîner avec toi tes casseroles. Ça, c'est ce que je dis souvent quand on parle de karma. Olivier Leder. J'adore quand tu me poses des questions. Peut-on discerner la peur d'avoir peur? Sujet de philo au bac de français 2018. Peut-on décerner la peur d'avoir peur ou la peur des effets de l'invisible? Y a-t-il une part d'autosuggestion? Oui, Olivier, il y a une part d'autosuggestion. La preuve en est les posts qu'il y a sur notre groupe, tout simplement. Alors, il y en a qui vont pas être contents quand je dis ça, mais souvent, donc nous, Olivier, Valérie et moi, je suis en train de perdre ma voix, pardon, on a un petit groupe de parole, en fait, où souvent on échange entre nous. Et, et très souvent, on se dit ça, on se dit, mais attends, t'es sûr que le poste là, qui n'a pas été validé, elle n'est pas en train de se faire une crise mystique, la dame? C'est-à-dire que des fois, il y a la crise mystique. C'est-à-dire qu'on se découvre une passion pour X ou Y raison, pour le paranormal, et du coup, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est paranormal.
Alors du coup, on a peur de tout ce qui peut nous arriver parce qu'on a peur que ce soit paranormal. Donc finalement, plus vous avez peur du paranormal et plus vous êtes assujetti au paranormal. Vous voyez le truc? C'est un effet en chaîne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur mon groupe, par exemple, et qui voit, par exemple, ne serait-ce que cette vidéo, ça c'est un exemple concret, Elisabeth, bravo, merci. La personne qui va regarder cette vidéo, elle va réussir à tirer des conclusions peut-être en se disant, bah, peut-être que moi aussi j'ai ça. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, il y a quand même une part d'autosuggestion. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que quand on tombe sur des praticiens qui sont carrés, sérieux, etc., ils vont faire une analyse rapide de la situation en disant oui, il y a peut-être quelque chose, non, il y a peut-être rien. Mais en tout cas, on va chercher à comprendre que. C'est ça qui est important. Merci, Olivier. René, j'ai du mal à dormir le soir, tu vois, malgré la lumière et un bruit de fond pour masquer un peu ce qui se passe. Alors déjà, il doit y avoir un problème, parce que si tu es obligé de faire ça, c'est qu'il y a un problème chez toi, ou alors c'est toi qui as un problème. Je pense avoir peur des manifestations qui se produisent autour de moi. Je prie et je pense que je m'endors en priant. Alors, je vais te dire un truc. Si jamais il se passe un truc chez toi, c'est-à-dire que au final, tu as l'impression que tu entends des bruits, tu as l'impression que tu as des sensations qui sont bizarres, tu as l'impression que tu dors pas bien, tu as l'impression que, tu vois, il y a quelque chose qui va pas bien. Déjà, il faut que tu fasses la comparaison avec des gens qui vivent avec toi pour savoir si ce sont des phénomènes physiques, c'est-à-dire qui sont entendables par tous, ou si ce sont des phénomènes euh, psychiques, entendables uniquement par des personnes qui ont d'éventuelles capacités. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Ensuite, si tu es la seule à entendre et à ressentir ce genre de choses, c'est peut-être à toi aussi de te poser les vraies questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu es en train de subir un changement X ou Y? Si tu entends parler d'entité toute la journée, c'est normal que le soir tu flippes dans ton lit, hein. Je t'explique, on est tous pareils. Ça s'appelle le mental. Tu sais, tu regardes un film d'horreur, enfin en tout cas moi ça me l'a fait, ça me le fait. Mon mari aussi, hein, et pourtant, tu vois, il est pas comme moi. On regarde un bon film d'horreur, tu vois, genre, je sais pas, un truc Paranormal Activity, tu vois. Bon, je regarderai pas ça, mais admettons, tu vois, je sais pas, Blair Witch. Tiens, je regarde le projet Blair Witch, qui est bien connu, hein, c'est des gens qui se promènent à la forêt, machin. Tu crois vraiment que tu vas m'envoyer en camping en forêt le week-end prochain? Non, 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 c'est bon. Non, non, sans moi. C'est le mental, en fait. Tu es influencé par le mental. Après, si vraiment tu as des phénomènes chez toi, à un endroit précis, parce qu'en général, il y a toujours un point chaud. Le point chaud, c'est le point où il se passe théoriquement le plus de choses. Tu m'envoies une photo, je te dirai s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien. S'il n'y a rien, je te dirai non, je suis désolée, René, c'est dans ta tête. Et s'il y a quelque chose, je te dirai oui, il y a quelque chose, et là, il faut faire ça. Mais s'il y a vraiment un phénomène, le fait de prier, je ne vais pas te dire que ça va te faire du mal, mais en tout cas, s'il y a réellement un phénomène, ça ne va pas t'aider dans l'immédiat à t'en sortir. Il faut que ce soit vraiment un travail bien précis réalisé par un professionnel. J'attends ta photo, René, si tu veux. Hervé, cela fait plusieurs nuits que je rêve de quelqu'un veut me mettre sous une couverture, mais à chaque fois que j'arrive à partir de dessous cette couverture et à me libérer, euh, psychologiquement, je suis sûre que ça veut dire un truc, c'est Hervé. Psychologiquement, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est peut-être lié à ta vie, à ton travail. C'est peut-être un signe, tu vois, qu'on t'envoie aussi. C'est-à-dire que tu as peur qu'on te mette sous une couverture, mais tu arrives à chaque fois à t'en libérer. Moi, je pense que là, c'est pas paranormal, c'est psychique. Ça veut peut-être dire quelque chose par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis, les épreuves que tu traverses. Il y a quelque chose qui doit être. Il y a une résonance, je pense, de ce côté-là. Marie, qu'en est-il des lieux chargés d'histoire, comme certains sites de bataille, les vieux châteaux ou autres? Quand tu te promènes dans ce genre de lieu, vois-tu les gens décédés? Que vois-tu? Et que fais-tu pour eux? Ah, alors ça, les vois-tu systématiquement ou est-ce que tu peux volontairement couper cette présence? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va dans un lieu qui est chargé d'histoire? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'adore les lieux qui sont chargés d'histoire. C'est-à-dire que quand je vais dans une région, dans 2 mois, là, je pars en vacances du côté de Albi. Je vais très certainement chercher les manoirs, les châteaux, les machins, les trucs, tout ce qui est à visiter. Parce que j'aime bien. J'ai une passion pour les vieilles pierres, les vieilles architectures. J'aime bien ça, donc forcément, je vais y aller. Il y a 2 cas de figure en fait. Soit tu réussis à t'isoler, c'est-à-dire que tu fais abstraction de ce que tu peux voir et sentir, en te disant que tu es là pour le plaisir, tu n'es pas forcément là pour voir des gens qui sont morts, qui se baladent.
Il faut réussir à le faire. C'est pas évident, j'avoue. Ça demande beaucoup d'entraînement et plusieurs années parce que sinon c'est compliqué. Tu te laisses envahir tout le temps en fait. Donc ça c'est fatigant. Donc il y a ce cas de figure-là où je m'isole complètement et je profite du lieu et je me ferme à tout ce qui pourrait se passer à côté. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux très bien, par exemple, l'année dernière, j'ai été visiter le château de Puy-Martin, qui est réputé pour être hanté par la Dame Blanche, etc., etc., etc. C'est un magnifique château que je vous recommande de visiter parce que il est très très bien entretenu. Il a été vraiment très bien rénové, restauré. Franchement, c'est un petit bijou. Il est magnifique ce petit château. Dans la cour principale, si vous y allez, je me suis assise à un moment donné sur un petit muret, je crois, et je suis restée face à la bâtisse dans la cour supérieure. Et si je me concentre suffisamment, si je fais abstraction des gens qui sont autour de moi, parce que bien sûr il y a des visites, etc., etc., c'est un petit peu comme si je me projetais dans un monde dans une autre réalité, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça, une autre réalité. Je le décris d'ailleurs dans mon livre que j'ai écrit, Le Guide spirituel, où je raconte un épisode comme ça. C'est-à-dire que je me concentre et alors là, je peux voir des scènes, je peux ressentir des douleurs si jamais il y a eu des personnes qui sont, je sais pas moi, quelqu'un qui a pris un choc sur la tête, je vais ressentir le choc sur la tête. Quelqu'un qui passe devant moi, je vais le sentir. Quelqu'un qui, voilà, je vais le sentir. Et dans ce fameux château de Puy-Martin, j'ai pas vu de dame blanche, hein, je suis désolée. Par contre, à un moment donné, donc on faisait une visite guidée et il y avait un long couloir. Il y avait un très long couloir. Enfin moi j'étais située du coup en périphérie du groupe, hein, parce que j'aime pas trop me sentir. Voilà. J'étais en périphérie du groupe et je sentais quelque chose qui passait devant moi. Et à un moment donné, j'ai tourné la tête et j'ai vu un homme arriver sur le bout du couloir, mais qui marchait, mais d'un pas franc, quoi. Il y allait, quoi. Et puis il faisait du bruit quand il marchait, parce qu'il y avait quelque chose de métallique. Et j'ai dit, bah, enfin, j'ai pas dit, parce que je pouvais pas le dire non plus, mais dire à mon mari, c'est rigolo, j'ai vu quelque chose qui passait comme ça. Et qui allait là. Et là, il y a une femme. Et en fait, il y a un truc avec la femme, elle veut pas venir avec lui, ou elle veut pas rester, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et juste après, dans la visite, la guide, qui était merveilleuse d'ailleurs aussi ce jour-là, la guide nous explique que ce château a été rénové pour une femme, parce qu'il était très amoureux d'une femme, ce monsieur, et en fait, il voulait absolument qu'elle reste là, et elle ne restait pas au château parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Anecdote. Donc tu vois, c'est rigolo, parce que j'avais réussi à capter la chose alors que je ne le savais pas. Après, oui, tu peux voir dans certains lieux des gens qui se promènent. Idem, la même année, j'ai été à Saint-Émilion. À Saint-Émilion, si vous connaissez, il y a du bon vin. C'est pour ça que j'y vais. Je suis une fan de grand vin. Mais il y a je crois il y a l'église. Je crois que c'est Saint-Pierre, mais je suis pas sûre, donc je vais pas dire de bêtises. Il y a une grande église et derrière, il y a un espèce c'est comme une cour intérieure, on va dire. On peut se balader dedans, c'est très très beau. C'est vraiment. Là, je fais guide touristique, hein, j'aime bien ma France, hein, j'arrête pas de le dire. Mais et quand j'étais dans cet endroit-là, j'entendais des gens qui priaient. C'était un peu comme si j'entendais des gens qui marmonnaient, ou des gens qui marchaient, ou des gens comme ça. Donc oui, si je me concentre, je peux voir les gens qui sont décédés dans certains lieux. Sur la route aussi, ça m'arrive souvent, c'est-à-dire que je conduis et puis je vois un truc qui passe devant ma voiture, bon, bah voilà, il y a quelque chose. Quand je m'endors en voiture, parce que je suis un peu narcoleptique, hein, dès que j'ai l'occasion, je m'endors. Eh ben, je vais pouvoir me réveiller 1 kilomètre ou deux en disant, oh là là, il y a un truc qui s'est passé là, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est décédé là. C'est un peu hardcore hein, de faire de la route avec moi. Mais et après, qu'est-ce que je fais pour eux? Ben en fait, des fois, je fais rien. Mon rôle, c'est pas forcément de dégager tous les lieux dans lesquels je vais. C'est pas tu vois, je pense que moi je suis pas missionnée pour ça. C'est-à-dire que si jamais mon guide il vient me dire, bah oui, là, il faut que tu fasses quelque chose, bah je le fais. Mais si on me dit rien, bah je le fais pas. Non. Et puis tu sais, tu rencontreras probablement des gens qui te diront que toutes les entités que tu croises sur Terre, par exemple, sur le plan terrestre, il faut toutes les envoyer dans la lumière.
Mais tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont dans la lumière, mais qui viennent de temps en temps te voir et qui repartent. C'est-à-dire que moi, ma mère, par exemple, elle est dans la lumière, mais de temps en temps, elle vient me voir, elle me fait un coucou, hop, euh, elle me dit deux, trois trucs, et hop, elle repart. Donc, je veux dire, toutes les entités qu'on croise, il ne faut pas forcément les éjecter, quoi. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Après, bien sûr, libre à chacun de penser différemment. Comme je le dis toujours, nous avons tous notre propre vérité. Vanessa, merci pour cette vidéo, mais je t'en prie. Pas très à l'aise avec l'histoire du bas astral, faut-il se protéger, même pendant une méditation? Oui, bah, si tu veux, pourquoi pas, mais je pense que si tu as des problèmes pendant la méditation, c'est que tu as un problème d'ancrage. Souvent, c'est ça. D'ailleurs, tu t'envoles. Mais pourquoi pas? Après, si tu ressens le besoin de le faire, faut le faire. Si tu n'as pas besoin de le faire, ou que tu penses que tu n'as pas besoin de le faire, il faut pas le faire. Fanny. Fanny, qui est toujours en mode flippette, apparemment. Et je te l'ai dit dans la guidance que je t'ai faite il y a quelques mois, il ne faut pas être en mode flippette, il faut être en mode je travaille pour me protéger. Comment faire preuve de discernement quand nous avons peur d'être en présence d'énergie négative? Comment savoir si c'est le cas ou si c'est notre imaginaire? Bah, en général, les entités négatives, c'est assez clair, hein, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu affaire à une entité négative la semaine dernière parce que j'ai fait un passage. J'ai travaillé sur un cas de passage d'âme qui était assez compliqué. Et un soir, pendant que je dormais, donc des fois je fais des trucs bizarres, hein, c'est-à-dire que j'avais la sensation, enfin, je dormais, voilà, j'étais sur le côté, je dormais. Et à un moment donné, c'est comme si je me regarde dormir. Donc là, il y a un problème. C'est que je me vois dormir. Donc est-ce que je fais une sortie de corps à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me vois dormir et je vois qu'il y a quelqu'un. Je vois que c'est un homme. Je peux le décrire, c'est sa tenue, tout, hein. Je vois qu'il y a un homme qui est debout au pied de mon lit. Il se penche sur mon oreille, parce que je suis couchée sur le côté, donc il se penche sur mon oreille. Et là, je me prends un flot d'insultes, un truc de malade. J'ai rien fait, je le connais pas, et le mec il m'insulte. Bon, ok. Ça, par exemple, c'est une entité négative, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais un, j'ai mon nez qui me chatouille, je dois avoir un chat quelque part. Quand tu, quand tu, quand tu as, si tu veux, une entité négative, alors soit elle est subtile, c'est-à-dire qu'elle se fait passer pour quelqu'un que tu connais pour attirer ton attention, la capter et du coup jouer un peu avec ton émotionnel, c'est possible. Soit tu vas te prendre des insultes, des odeurs qui sont pas bonnes, des insectes, des cauchemars, des rêves comme ça. Ça, c'est typiquement négatif. Alors après, n'imagine pas que tout ce que tu croises est négatif, parce que je sais que tu es en mode flippette tout le temps. Comment différencier un cauchemar à un mauvais tour d'une entité? Ben, si tu fais des cauchemars hyper glauques en ce moment, comme tu le dis, il y a peut-être un truc qui va pas. Soit c'est ton psychisme par rapport à ce que tu vois, tu traverses peut-être des choses qui sont pas faciles dans ta vie, et du coup tu fais un espèce de petit transfert comme ça. Ça peut arriver. Ou alors, teste-toi pour voir en radiesthésie s'il n'y a pas un truc un peu dégueu qui est collé à toi. C'est possible. Ça arrive. Je coupe, je recoupe, je découpe et je continue. Suite et fin. Je vous rassure, j'ai presque fini. Alors, il y a Coccinelle qui m'a posé une question aussi sur le groupe et je t'en remercie parce que c'était une question pertinente. Tu m'as demandé, que penses-tu de la mode des chercheurs de fantômes sur YouTube, entre autres? D'après ton expérience, il est possible de vérifier leur existence à travers les différents matériels qu'ils utilisent. Point d'interrogation. Mesure du champ électromagnétique, baguette de sourcier, scan, etc., etc. Y a-t-il des signes qui prouvent la présence d'entités? Alors, je te remercie vraiment d'avoir posé cette question parce que je regarde de temps en temps, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, les enquêtes de Gus DX. Alors, pourquoi? Parce que bah déjà, j'aime bien l'ambiance des enquêtes. Ensuite, il propose un travail qui est hyper professionnel, hyper fini, etc. Donc, c'est un vrai plaisir de le regarder. Donc, je regarde. Malgré tout, ce que je trouve dommage, c'est que très rarement, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu une expérience comme ça où il y avait un médium. Et ça serait sympa que des fois, des vrais médiums, si possible, des vrais, c'est mieux, pour apporter quelque chose de différent à l'enquête, ou tu vois.
Je trouve que c'est dommage que c'est pas exploité. Et après, les appareils, bah justement, ça serait intéressant, tu vois, de filmer, de faire une expérience comme celle-là avec un vrai médium qui pourrait peut-être avoir des ressentis en lien avec ce qui est capté sur place, tu vois. Est-ce que finalement le médium pourrait confirmer ce qui est capté par l'appareil? Parce que les trois quarts des choses qu'on peut capter sur un lieu, et c'est souvent ça d'ailleurs qu'ils le disent, c'est qu'ils ont des ressentis personnels. C'est-à-dire que eux, ils ont senti que, après, vérifiable ou pas, hein, mais je pense que c'est surtout ça qui est le plus palpable, c'est ce que chacun va pouvoir ressentir. C'est-à-dire que tu peux envoyer trois personnes dans un lieu, tu vas très certainement avoir trois ressentis différents. C'est ce que le corps capte. En fait, tu sais, quand il y a une présence d'entité, c'est-à-dire que je vais parler de mon expérience, encore une fois, je suis obligée hein, de me baser sur ce que je connais. Par exemple, si je dors bien, je suis tranquillement dans mon lit, je dors parfaitement bien, sommeil profond et tout, et d'un coup, je vais capter des choses, c'est-à-dire que mon corps capte des informations. C'est comme si mon corps réagissait en fait à une espèce d'électricité statique ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est un peu bizarre, mais et c'est ça qui me réveille, c'est-à-dire que mon corps sent qu'il va se passer quelque chose. Donc, on est dans l'attente qu'il se passe quelque chose. C'est comme des espèces de neurotransmetteurs qui te disent, ouh là là, il va se passer un truc. Donc, je suis pas persuadée, si tu veux, que des appareils puissent capter ce que le corps capte. Tu vois? Je suis pas sûre. Alors après, je sais que c'est controversé, hein. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, 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 effectivement, il se passe ça. Donc, il y a ça. Mais par exemple, tu peux très bien utiliser un détecteur de champs électromagnétiques. Mais aujourd'hui, je veux dire, selon la situation géographique dans laquelle l'enquête va être faite, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des ondes qui viennent polluer, entre guillemets, qui viennent fausser les résultats. Tu vois, les baguettes de sourcier, pourquoi pas, mais encore faut-il savoir bien s'en servir. Encore faut-il maîtriser l'outil, tu vois. Je pense que c'est pas seulement l'histoire de s'acheter un gadget, il faut aussi comprendre comment il fonctionne. Il y a aussi la Ghost Box, tu sais, ils utilisent ça souvent. C'est le truc qui pète les oreilles en plus, tu vois. Je pense plus à des synchronicités que à un réel signe de l'au-delà. Par contre, il y a quelque chose auquel je crois énormément et qui aujourd'hui est beaucoup trafiqué et c'est dommage, c'est la TCI. Je peux croire, j'ai déjà été spectatrice, on va dire, de certains phénomènes de TCI. Donc ça, c'est les voix qui sont enregistrées sur des bandes sonores, mais on peut le faire aussi maintenant avec des ordinateurs, avec ce genre de choses, pour avoir des phénomènes de voix électronique, le PVE, phénomène voix électronique. Donc ça, j'arriverai à y croire. Mais c'est encore, tu vois, je trouve que c'est trop facilement traficable pour que ce soit fiable. Ok? C'est-à-dire que c'est très facile de faire un PVE. Un faux PVE, c'est facile de le faire. Un- une fausse TCI, c'est super facile de faire. Enfin, tu vois? Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes comme ça qui essaient de briller un peu partout sur le net en proposant tout et n'importe quoi, mais c'est facilement trucable en fait. Donc tu vois, je pense que il faut faire très attention à ce qu'on nous montre. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Ensuite, il y a Valène qui m'a posé une question. J'ai des questions. Les acouphènes peuvent-elles être une pollution aurique ou un blocage? Alors, très souvent, l'acouphène est dû à un phénomène médical de l'oreille interne. C'est quelque chose qui s'explique sur le plan médical. Donc non, ça n'a rien à voir avec l'identité. La sensation d'être touché, comme une pression sur un bras, une jambe, le dos, le sommet de la tête, le front. Comment diagnostiquer le bon du mauvais? Bah, si quelqu'un te touche, déjà, c'est pas bon. Moi, à partir du moment où quelqu'un vient me toucher, c'est pas bon. Parce que, tu sais, par exemple, tes guides, souvent les gens disent ça, ah ben j'ai l'impression que quelqu'un m'a touché la joue et puis après j'ai eu une sensation, machin. En fait, les guides, ils font jamais ça. Les guides, ils vont jamais se permettre de nous toucher, enfin, c'est pas du tout ça qu'ils font. Après, c'est vrai que quand il y a beaucoup d'amour, par exemple, il y a une entité, une énergie très positive qui vous émet énormément, il va essayer effectivement parfois de vous toucher ou de vous caresser, ce genre de choses.
Mais si tu sens une pression, c'est pas normal. Pression, c'est mauvais. On te touche, il y a mieux, quoi. Donc pour moi, tout ça, c'est pas bon. Alors, Olivier m'a demandé ensuite, la paralysie du sommeil est-elle liée à une manifestation d'entité? Idem, la paralysie du sommeil s'explique très bien sur le plan médical et je t'encourage à faire des recherches en ce sens. C'est un décalage du cerveau. La paralysie du sommeil, c'est un dysfonctionnement neuronal. Tu as une partie de toi qui se réveille et pas l'autre. Donc, fais des recherches, tu verras, c'est très bien expliqué scientifiquement. Notre corps peut-il être volé par une entité lors d'une sortie astrale ou une décorporation? Bien évidemment, bien évidemment. C'est-à-dire que si tu fais des sorties de corps et que tu n'es pas protégé, que tu fais ça mais que tu t'es jamais penché sur les rêves lucides, sur les recherches comme ça, les sorties astrales, etc., si tu n'as jamais fait vraiment de recherche très sérieuse, si tu n'as pas suivi une initiation, forcément, à partir du moment où tu sors de ton corps, il est vide. Donc, je peux te dire que le bas astral se régale de ce genre de curiosité qu'ont certaines fois les gens en se disant ah, je vais faire une sortie astrale, ça va être génial. Ouais, bah vas-y, sors, on va rigoler. Tu vois, dis-toi que quand toi tu fais une sortie de corps, tu as à peu près une cinquantaine d'entités qui rêvent que d'un truc, c'est de piquer ton corps. Donc, tu peux tester si tu as envie, hein, mais moi je te dirais que c'est pas terrible. Véro, j'ai une question. Je suis allée voir un ostéopathe qui travaille dans l'énergétique. Bah, il est ostéopathe ou il travaille dans l'énergétique? Tu vois, moi je suis médium et je sais pas faire de baguette, par exemple. Tu vois, chacun son métier. Il m'a dit que j'avais ramené une entité. Alors déjà, il m'a dit que ça pue, que j'avais ramené avec moi une entité qui appartenait à une personne. Bah forcément. Ah non, que tu as. Oui, tu as peut-être croisé quelqu'un, d'accord. Et j'aimerais savoir comment m'en débarrasser. Je ne sens pas que cette entité est mauvaise, mais j'aimerais m'en débarrasser quand même. Donc, autrement dit, ton ostéopathe t'a dit que tu avais probablement chopé une entité quelque part, et du coup, même si elle n'est pas mauvaise, tu as envie de t'en débarrasser. Adresse-toi à un bon professionnel, et il te dira si entité il y a ou pas. Parce que méfie-toi toujours des on m'a dit que. Dire moi, quelqu'un qui vient me voir pour un problème d'entité, je ne vais pas commencer à lui manipuler les os. Chacun son job. Toi, si tu travailles en boulangerie, je ne vais pas te demander de me faire un mur dans mon jardin. Chacun son boulot. Donc l'ostéopathe t'a dit que, on va dire à l'ostéopathe de se concentrer plutôt sur ton dos et tes os, et puis on va s'adresser à un professionnel pour qu'on fasse une recherche pour savoir s'il y a entité ou pas. Chacun son boulot. Voilà ce que je pourrais dire. Ça paraît brutal hein, ce que je dis, mais en même temps c'est vrai quoi. C'est-à-dire que moi par exemple je suis médium, mais tu viendrais me demander un problème osseux que tu as au niveau de la colonne vertébrale, je te dirais que je ne sais pas parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Et qu'à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de dire aux gens, alors peut-être que ton ostéopathe a une source d'intérêt pour tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il maîtrise. Donc, avant d'écouter ce que t'a dit ton ostéopathe, va voir une personne qui travaille sur les énergies, qui connaît les énergies et qui va pouvoir très certainement t'apporter des réponses en lien avec ta demande. Ça me paraît logique. Je suis assez logique hein, dans mon raisonnement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé jusqu'au bout, si c'est le cas. J'espère de tout cœur, en tout cas, que j'aurai pu éclairer quelque peu votre lanterne et que les explications que je vous aurai données aujourd'hui vous aideront à faire la part des choses. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez être dans le domaine spirituel, mais être encore une fois bien ancré dans la réalité. Ne tirez jamais de conclusions hâtives. Adressez-vous aux bons professionnels, comme je viens de le conseiller à Véronique. Intéressez-vous sur les causes à effet. Rien n'arrive jamais par hasard. Il se peut que pour qu'il se soit passé ça, il s'est peut-être passé ça. Et c'est un cheminement, pas de conclusion hâtive. C'est le conseil numéro 1 dans tous les cas de votre vie, d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, ne pensez pas que c'est surnaturel. Parce que très souvent, ça ne l'est pas. Voilà. Je vous remercie, en tout cas, encore une fois, et surtout, n'oubliez pas de commenter, parce que je réponds sous les commentaires normalement quand j'ai le temps. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Salut.